Bienvenue sur le podcast de Mickaël Delafosse. Chaque semaine, il abordera l'actualité. Voici votre nouvel épisode. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Pour ouvrir ce podcast, je vous propose un sujet majeur pour l'avenir de la métropole, la gestion des déchets. Une concertation publique vient de s'ouvrir et qui se tient jusqu'au 14 juin. Au-delà des inquiétudes des riverains, qu'est-ce que vous attendez de ce dialogue avec les habitants ? D'abord, c'est une première phase de la concertation sur la transformation de l'usine Améthyste. Il y aura un autre temps de concertation qui sera celui d'une enquête publique qui commencera à la mi-octobre avec 3 commissaires enquêteurs, des registres et où chacun pourra exprimer son opinion, poursuivre les questionnements. Parce qu'évidemment, quand on a un site qui traite les déchets, quand celui-ci est transformé, eh bien, il faut pouvoir répondre à toutes les questions qui peuvent être posées. Les impacts sur l'environnement, les motivations de ce projet, tous les sujets. Et tout est sur la table et se fera de manière transparente. Donc cette concertation, elle vise à répondre à toutes les questions et a fortiori face à ceux qui jouent sur les peurs sur ces sujets. J'entends que ce serait un incinérateur à plastique. Ben non, le plastique, il est mis dans les poubelles jaunes et il est envoyé à l'usine Déméter. Par contre, c'est à cet endroit que seront traités les déchets ultimes et pas sous un incinérateur, mais sous une chaudière, qui n'est pas le même classement sur le plan de la typologie entre incinérateur et chaufferie. Les chaufferies, elles existent dans beaucoup de pays d'Europe, elles sont au cœur de nos villes. Il y en a à Montpellier, celle de la Cité Créative, celle qui fournit le réseau de chaleur de Port-Marianne. Et puis aussi sur pourquoi on transforme Améthyste. Et est-ce que ça va améliorer la qualité des odeurs, qui est un vaste sujet ? Et à cela, les techniciens, les professionnels pourront répondre par l'affirmative, mais ils doivent aussi le démontrer. Donc cette concertation, elle est un moment de transparence sur un choix qui a été validé par les élus du Conseil de métropole d'une part et par le suffrage universel d'autre part, puisque lors de la campagne des municipales, j'ai assumé très clairement que nous retiendrons pour la transformation d'Améthyste le choix fait par l'ADEME. Donc première période d'échange jusqu'au 14 juin, puis ensuite une nouvelle phase de concertation sous le biais d'une enquête publique où, là encore, répondre parce qu'il s'agit de connaître tous les tenants et les aboutissants de ce projet et de pouvoir rassurer, car l'enjeu, c'est de pouvoir traiter nos déchets et avec un objectif très clair. En 2030, nous baisserons de 10% la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Un objectif très clair, nous ne pouvons pas être la seule métropole de France à ne pas avoir de solution pour traiter nos propres déchets, même si à côté, il faut trier, d'où le déploiement des points d'apport volontaires marron pour les biodéchets, d'où un effort que je demande à chacun et à chacune de mettre le verre dans les containers à verre. La métropole de Montpellier est une très mauvaise élève, seul 50% du verre est recyclé. Où va le reste ? Eh bien le reste, il est urgent qu'il quitte les bacs gris ou qu'il soit laissé dans l'espace public et qu'il soit mis dans les points d'apport volontaires. Recycler, c'est le meilleur chemin. C'est un véritable exercice de pédagogie. L'enjeu, c'est d'expliquer, c'est de donner les arguments et de montrer qu'aucun des choix qui est porté se fait au détriment du territoire et des habitants. Mais bien sûr, on doit rassurer parce que le traitement des déchets a souvent été un sujet de techniciens. Parfois instrumentalisé par ceux qui aiment jouer sur les peurs. Eh bien moi je crois à la raison, je crois aux faits politiques et donc il faut expliquer les choses, d'où l'engagement personnel du vice-président Pierre-Marie Carvajal qui a pris à bras-le-corps ce sujet. Et donc beaucoup de pédagogie, beaucoup d'enjeux, mais aussi de l'écoute pour voir comment on peut amender les projets si cela est nécessaire. On évoque pédagogie, écoute, co-concertation aussi, ce qui m'amène à évoquer tout autre sujet et à aller sur la Mosson. Vous avez inauguré samedi dernier le square Elias Bellassal
et sa déjà légendaire tour toboggan de 9 mètres. Lors de cet hommage à cette figure du quartier et de l'association Unisson, vous avez eu des mots marquants en disant que son nom s'inscrivait là où la fraternité s'écrit. Mmh. Est-ce que c'est ça pour vous, monsieur le maire, la ville ensemble ? On a dénommé le square d'Elias Benasal qui a été arraché à la vie à 38 ans, laissant une petite fille de 2 ans sans son papa. Sa maman était là, c'était très émouvant. C'était un jeune qui s'est engagé pour Montpellier à travers l'association Unisson qui organise le festival Arabesque. C'était bouleversant, mais je voudrais vous faire part d'une profonde indignité. J'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux quand il y avait la photo de sa maman et de bénévoles d'Unisson. Et j'ai été indigné des commentaires racistes qui ont pu apparaître. Cette espèce d'irrespect face à une mère qui pleure son fils. Enfin, il faut le souhaiter à personne. Et j'ai été extrêmement choqué de voir ça derrière l'anonymat des réseaux sociaux. Enfin, jamais il ne faut céder au racisme. Il y a un confort derrière l'anonymat des réseaux sociaux qui permet de commettre des délits. Je rappelle que le racisme n'est pas une opinion ou un délit et je voudrais solennellement m'élever et présenter des excuses. On ne peut pas les réguler, les réseaux sociaux, mais à la famille, et j'espère qu'elle n'a pas lu ces propos absolument abjects, mais beaucoup des gens qui suivent ce podcast voient, hélas, à quoi je fais allusion. Néanmoins, c'est un lieu de bonheur et de fraternité qui s'est ouvert. Et je dis ouvert parce qu'on a désimperméabilisé, on se reconnecte à la nature et ça s'inscrit ici dans le programme que je porte d'une ville à hauteur d'enfant. Une ville où les enfants ont des espaces pour jouer, pour imaginer leur jeu plutôt que d'être perdus derrière des écrans ou plutôt se retrouver parfois sans espace de jeu. Alors, quelle forme ça a ? Eh bien, la porte d'eau de l'esplanade, les jeux de la place Max Rouquette, ceux sur les berges du Lez de Richter, ceux inclusifs au parc René Dumont, la nouvelle grande aire de jeu du parc Tastavin. Eh bien, à la Mosson, là, après la grande araignée de la place du parc Tastavin, on a fait un toboggan haut de 9 mètres. Et c'est un fait, il est le plus grand de France dans une aire de jeu, parce qu'il a fallu aller convaincre toutes les autorités qui veillent à juste titre sur les enjeux de sécurité de l'affaire. Et cet été va s'ouvrir des brumisateurs. Et ça crée un espace absolument incroyable. Après l'inauguration, je m'y suis rendu ce dimanche soir. C'était plein d'enfants. Ils sont là à jouer ensemble, loin des écrans. Alors, aire de jeu, mais aussi rue aux écoliers. Ici, je pense évidemment à l'école Paul Langevin, Goethe, où avant il y avait des voitures, et là maintenant, il y a des espaces où les enfants jouent ensemble, devant le parvis de l'école Jean Zay, pour trouver ici des espaces de quiétude. Alors, on va poursuivre ça. Et puis, à hauteur d'enfant, c'est aussi le centre d'art contemporain Mille Formes. C'est demain à Selle-Neuve, place Renaudel, le futur cinéma dédié pour les enfants et travailler sur une programmation culturelle à hauteur d'enfant. C'est lors du Run Festival, une course à hauteur d'enfant. Et donc finalement, c'est toute une ville qui progressivement construit une stratégie qui vise à remettre les enfants dans l'espace public, leur redonner la possibilité de jouer. Moi, vous savez, j'ai une phrase que j'aime pas beaucoup, c'était mieux avant. On dit souvent ça. Et en général, c'est pas vrai. Mais la France de Robert Doisneau, le photographe, et de Willy Ronis, qui photographie les enfants en train de jouer, en allant à l'école, de jouer dans les communes de notre pays, moi, je trouve que c'est une très belle image. Et donc, nous, on est très engagés sur la place des enfants dans nos villes. Je sais que beaucoup de gens qui vont regarder et écouter ce podcast vont dire « Ah, mais monsieur le maire, il y a encore tant à faire. » C'est vrai, mais c'est le chemin que nous prenons. Car si les enfants sont bien
dans l'espace public, bien dans la ville, nous aussi, on sera bien. Regardez cette image sur l'esplanade des petits qui jouent sur la ligne d'eau. Ils le font souvent sous le regard bienveillant des grands-parents, de nos aînés. Regardez Place Tastavin entre ceux qui jouent à la pétanque, ceux qui se posent sur les tables de pique-nique et d'échecs et les enfants. Oui, ça c'est une ville fraternelle et c'est quand même mieux que ces débats souvent très stériles ou inefficaces. On dit il faut interdire les écrans, il faut interdire les jeux vidéo, il faut interdire... Bon, oui, il faut sans doute réduire le temps des écrans. Oui, il faut sans doute être vigilant sur l'usage des jeux vidéo. Mais qu'est-ce qu'on donne aux enfants ? Eh bien, dans une ville méditerranéenne comme Montpellier, dans une ville jeune comme Montpellier, eh bien, il faut que les enfants ils aient des lieux où ils inventent des jeux. Voilà. Alors, vous me direz, mais pourquoi vous occupez autant des enfants ? Parce que je pense que c'est l'avenir. C'est vrai qu'ils ne votent pas, les enfants. Mais pourtant, c'est tellement important. Merci, monsieur le maire. On va partir direction le nord de la métropole. Une nouvelle section cyclable vient d'être achevée à Prades-le-Lez. Ce projet, c'est le dernier tronçon qui va jusqu'au cœur du village et qui permet de finaliser la véloligne 11. Concrètement, en quoi cet axe nord-sud totalement sécurisé est-il un point de couture qui va changer le quotidien des habitants, que ce soit de Prades-le-Lez, de Montferrier ou de Saint-Clément-de-Rivière, pour venir rejoindre Montpellier ? Alors on est au cœur de Prades-le-Lez, on prend la piste cyclable et on arrive à Girac, au terminus de la ligne 5. Là, il y a un parking sécurisé pour le vélo et comme on habite la métropole, on peut prendre le tramway gratuitement et aller jusqu'au boulevard Clémenceau. Ou ailleurs d'ailleurs, au stade d'Ovalie, pour soutenir Septéo Stadium, le MHR. On peut continuer sa route en vélo et emprunter les aménagements cyclables le long de la ligne 5 de tramway et puis descendre la route de Mende et s'arrêter à l'université Paul Valéry parce qu'on y travaille. Ou poursuivre route de Mende et ensuite tourner sur la droite et prendre la rue Adhémar et retrouver la piste cyclable sur Charles Flao qui nous amène après prendre la rue Bonnard, la rue Saint-Louis, Gambetta, le tunnel Comédie et puis partir en direction de la gare sud de France. Tout ça est dorénavant sécurisé. Et donc de la commune de Prades-le-Lez, on peut aller au cœur de Montpellier en sécurité en vélo. Oui, c'est l'engagement qui est le mien, celui de l'équipe municipale et métropolitaine, de donner une place au vélo pour les déplacements. Alors, ça a été un investissement conséquent, 3,2 millions d'euros, mais c'est cette idée que dorénavant, il faut sécuriser de la commune jusqu'au cœur de Montpellier. Et là, Prades jusqu'au cœur de Montpellier. Nous avons fait cet aménagement cyclable et je veux en remercier Madame le maire, Florence Brault, mais aussi le maire de Montferrier, Monsieur Guédan, qui était présent, parce que c'est très important pour leurs administrés. Et puis, parce qu'en 2021, il y avait eu un fait divers. Il y a eu quelqu'un qui est décédé de la violence routière, un cycliste, et mes pensées vont à sa mémoire et à sa famille qui attend encore justice. Eh bien, c'est pas un fait divers, c'est un fait qui nous oblige. Quand un piéton est victime d'un accident, quand un cycliste est victime d'un accident, eh bien, c'est pas de rester indifférent. Et donc là, on a réalisé cet aménagement. Donc il est fait. Et alors, il a des conséquences très concrètes. Sécurité, donc de plus en plus empruntée. Et puis, dans un moment où le prix de l'essence touche les 2,20 €, utiliser régulièrement son vélo, quand on le peut, je ne dis pas à tout le monde, mais c'est 3 500 € d'économie par an. Et la métropole de Montpellier, c'est celle qui peut-être est la plus avancée ou assurément face à la dépendance des énergies fossiles de pays au régime douteux. Vous pouvez utiliser votre vélo, vous pouvez prendre les transports en commun qui se développent gratuitement. Ce sont des choix de rupture pour un avenir désirable. Et donc,
cette voie cyclable est très importante et au mois de juin, je recevrai avec Madame Fraîche, avec Madame Markovitch, qui va suivre plus spécifiquement les dossiers cyclables, l'association Vélocité, pour ouvrir une concertation sur le prochain mandat qui s'ouvre sur les aménagements cyclables, identifier les discontinuités pour améliorer et renforcer la sécurité des cyclistes, poursuivre nos efforts de communes de la métropole à ville-centre. Et je veux rassurer, il n'y aura pas de nouveaux grands chambardements sur les partages de voiries. L'essentiel a été fait. Maintenant, il faut aménager pour sécuriser, pour que il y ait de plus en plus de gens qui puissent faire le choix du vélo. Très bon pour la santé, très bon pour le climat, très bon pour le pouvoir d'achat. Et parallèlement, ceux qui ne peuvent pas faire autrement puissent prendre leur voiture. Et ça décongestionne progressivement la métropole, comme la ligne 5, puisqu'elle atteint le chiffre de plus de 50 000 voyageurs jour. Eh bien, c'est autant de gens qui étaient automobilistes qui, petit à petit, deviennent usagers du tramway, et c'est tant mieux. Justement, monsieur le maire, sur la ligne 5 qui a été mise en service depuis décembre, on sent après ce lancement un énorme engouement des habitants. Vous l'avez rappelé, 50 000 personnes qui prennent ce tramway. Une question un peu différente sur cette ligne de tram qui met la nature au cœur de la ville. Est-ce que c'est un parfait symbole de votre politique ? C'est l'œuvre de Barthélemy Togo fait que quand je pose la question à beaucoup de Montpelliérains et de Montpelliéraines, souvent c'est la ligne 5 qu'ils aiment. Est-ce qu'ils l'aiment parce que c'est la plus récente ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle relie les parcs, Montmaur, le Jardin des Plantes, Clémenceau, le futur agriparc des Bouisses. Mais surtout, la ligne 5, elle change la vie, elle change la ville et elle monte en puissance progressivement. Elle a maintenant plus de visiteurs, d'usagers que la ligne 4 de tramway. Elle a clairement atteint un des objectifs prioritaires, soulager le tronçon Albert Ier Saint-Éloi qui était souvent saturé. Et donc elle continue à monter en puissance progressivement et j'en salue les équipes de TAM, les équipes de la régulation trafic, puisqu'à Montpellier, il y a un point qui est sacré, c'est le tramway est prioritaire sur tout, pour régler, donc plus de 50 000 visiteurs, et je pense que d'ici 2 ans, elle aura atteint sa vitesse de croisière. On voit déjà que les parkings relais commencent à être bien utilisés, et ce sont des alternatives au déplacement automobile. La gratuité protège le pouvoir d'achat, c'est l'engagement écologique d'un territoire, c'était l'idée de ce design sciences et botanique, mais qui est surtout une très grande fierté aussi. Si vous saviez, là, pendant le FIS, j'ai accueilli des sportifs du Cameroun, et ils disent « on adore Montpellier ». Alors je leur dis « pour le FIS ». Et ils me disent « non, parce que vous avez choisi un grand artiste camerounais pour faire la ligne 5 du tramway ». Et ça dit Montpellier, ville-monde, une ville hospitalière du monde dans notre ville, et une ville qui dialogue avec le monde. D'ailleurs, dans la ligne 5 de tramway, récemment, des chercheurs du Brésil étaient présents pour aller travailler avec les équipes du CIRAD qui sont desservies par la 5e ligne de tramway. Et ça, c'est extrêmement fort pour la ville. Vous l'évoquez, le FIS, est-ce qu'on ne peut pas ne pas parler de l'immense effervescence de ces derniers jours ? C'était un moment très réussi. Bravo à Hervé André Benoît, son organisateur. Merci à tous les bénévoles. 57 nationalités présentes comme athlètes. On avait l'impression que les berges du Lez étaient les berges de Babel. On entendait parler toutes les langues, des gens venus d'Allemagne, venus de Chine, venus du Japon, venus de partout pour assister aux épreuves de Barcelone. J'ai eu l'occasion d'échanger. Et puis des jeunes gens qui sont venus de Punaína, qui est une île française du Pacifique, assister au FIS et qui veut organiser un FIS sur l'île de Tahiti, tout comme en août 2026 à Birmingham aux États-Unis, il y aura un FIS comme le maire de Heidelberg souhaite organiser un FIS en Allemagne, il en existe un à Shanghai, et donc aujourd'hui le FIS Made in Montpellier s'exporte partout. Ça a été un grand moment de ferveur partagée devant la mairie,
le long du Lez. Ça a largement contribué à dynamiser l'hôtellerie, la restauration et la visibilité de la ville. De nombreux articles dans le quotidien sportif L'Équipe. Alors, Anthony Jean-Jean n'a pas pu concourir cette année, mais il était très présent et très soutenu par le public. Donc un moment très important pour la jeunesse. Vous savez, une ville, on parlait de la ville à hauteur d'enfant, mais il faut être attentif aux jeunes. Moi, j'ai été très choqué de voir qu'il y avait une pétition pour qu'on arrête le FIS. Alors, je suis allé voir qui signait cette pétition. Il y avait le numéro 2 ou 3 sur une liste du Rassemblement national. Je le dis, tant que je serai maire, il y aura le FIS. Il y aura toujours le dialogue avec les riverains pour gérer les nuances, les petits problèmes de régulation, stationnement. Et parfois, ça provoque un petit inconfort et je le mesure bien pendant 4 jours. Mais enfin, une ville comme Montpellier ou un pays comme la France, il ne doit pas tourner le dos à sa jeunesse. C'était formidable de voir tous ces jeunes, ces adolescents, certains élèves que j'ai à Foncarade, ces étudiantes se retrouver dans la joie, dans la ferveur, dans le partage. Pas question de céder au repli. Si vous le souhaitez, on peut regarder un peu l'actualité nationale. Oui, bien sûr. Et le rapport à l'oncle, qui prône une logique de coupe budgétaire et de rationalisation de l'audiovisuel public. Pourtant, ici, à Vendargues, France Télévisions fait l'inverse. On a inauguré 8000 m² de plus de studios. Face à cette vision comptable qui menace la création, est-ce que Montpellier est aujourd'hui un bastion de la résistance pour défendre notre souveraineté culturelle ? Je pense que c'est très important. D'abord, tout organisme doit être soumis à des contrôles. Ça, il n'y a pas de débat et des choses doivent être corrigées parce qu'il faut toujours bien gérer l'argent public. Voilà, et être challengé là-dessus, c'est important, évidemment. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais par contre, je crois qu'il faut défendre le service public télévisé, il faut défendre le service public radiophonique. Je vais prendre un exemple. À Montpellier, nous accueillons le festival de Radio France, qui ouvrira d'ailleurs le 5 juillet par un grand concert gratuit, Esplanade de l'Europe. Et j'ai vu que dans le rapport, il fallait fusionner les 2 orchestres. Mais enfin, au Royaume-Uni, ils en ont 5. En Allemagne, ils en ont 11. Chacun ayant ses spécificités. Et ces orchestres, le Philharmonique et l'Orchestre national de France, eh bien, quand ils jouent à Radio France, ils sont retransmis dans 11 pays européens. Enfin, ils font rayonner la France. Tout comme France Télévisions, qui a des grands studios à Vendargues, qui créent beaucoup d'emplois pour le territoire de la métropole. Eh bien, quand ils tournent des fictions, de plus en plus, eh bien, ils s'adressent à l'univers de la francophonie, près d'1 demi-milliard d'habitants de la planète. Certaines fictions sont coproduites, sont traduites, et donc c'est l'imaginaire français qui est défendu. Moi, je ne défends pas un pays rabougri. Si on a un service public de l'audiovisuel, de la radio fort, eh bien, c'est un pays fort culturellement. Parce que les Chinois, les Américains, ils n'ont aucun état d'âme pour imposer leurs imaginaires. Soit parce qu'ils ont beaucoup d'argent par des puissances capitalistes, ou parce qu'ils ont une volonté impérialiste. Eh bien, nous, c'est important qu'il y ait un service public fort pour nos imaginaires. France 5 est une grande chaîne de l'éducation. Ici, quand nous avons accueilli les Nuits du Pérou, c'était retransmis sur France 4 et c'était diffusé à travers tout l'espace francophone. Et donc, moi, je crois que c'est au contraire très important d'avoir un service public fort qui défend une diversité des écritures, de la création, de la fiction, des imaginaires. Et donc moi, je m'en pose en grand défenseur. Alors, de manière très concrète, c'est de l'emploi pour le territoire. Et moi, je ne souhaite pas que les studios de Vendargues ferment, et encore moins que Radio France disparaisse de Montpellier. Mais au-delà de ça, que voulons-nous pour la France ?
Eh bien moi, je le dis avec beaucoup de force, sans le service public audiovisuel, il n'y a pas le succès du Comte de Monte Cristo, 11 millions de spectateurs. Sans service public audiovisuel, il n'y a pas ce grand projet de l'amitié franco-allemande avec Arte, il n'y a pas France 5, il n'y a pas cette diffusion du patrimoine musical sur France Musique qui est essentielle, cette ouverture sur la pensée que joue France Culture, cette liberté démocratique qu'offre France Inter dans sa matinale, qui doit être bien sûr attentif à représenter l'ensemble des opinions des Français et des Françaises pour montrer les grandes controverses démocratiques, loin d'ailleurs des fatwas numériques ou des polémiques stériles qui peuvent exister sur les réseaux sociaux. Donc moi, je défends fortement le service public audiovisuel et radiophonique qui, comme tout service public, doit toujours être attentif à l'argent public, mais c'est nécessaire. Est-ce qu'on veut vivre avec des chaînes où on est saturé de publicité et c'est l'annonceur qui décide du contenu? Non, il faut donner de la force à nos services publics et à l'heure où les enjeux de soft power, pour prendre un mot bien français, mais on pourrait dire d'influence, se jouent. Enfin, moi, je défends une France puissante et forte. Et pour ça, sur le plan culturel, il nous faut un service public fort et influent dans le domaine radiophonique, dans le domaine de la création télévisuelle. Merci, monsieur le maire. Passons aux questions des auditeurs. Allez. D'ailleurs, on rappelle que les questions peuvent être posées sur Instagram. Bien sûr, par tout canal, il ne faut pas hésiter à m'interpeller. Sur tout sujet, d'ailleurs. Bon, on l'a évoqué en premier, cette question sur les déchets. Nous avons Emily Almost in Paris qui demande quid des ordures et autres déchets qui se trouvent dans les zones plus excentrées. Alors, qu'est-ce qu'une zone plus excentrée? Peut-être c'est une commune de la métropole. Partout, je le dis, que ce soit dans la métropole, dans les communes de la métropole que dans la ville. Quand on a une villa, on peut disposer d'un composteur individuel à domicile fourni par le service déchets. Il y a des points d'apport volontaires pour le verre, pour le plastique et pour les biodéchets. Partout, il existe des déchetteries qui sont gérées par les agents de la métropole que je salue. Donc il faut se mobiliser pour réduire massivement nos déchets. C'est un geste citoyen, c'est un geste de responsabilité. Dans Montpellier, nous déployons les points d'apport volontaires pour la gestion des biodéchets à travers les bacs marrons. C'est un enjeu écologique, c'est un enjeu financier, c'est un enjeu de responsabilité. Et moi, je sais que 92% des habitants de la métropole sont très attentifs à accomplir leur geste de tri. Je suis en revanche un peu désespéré de ceux qui pensent que tous les matins, il faudrait offrir le festival du matelas et du micro-ondes dans l'espace public parce qu'on geste les déchets en pensant que quelqu'un va les ramasser. Eh bien, ça tombe bien, grâce aux caméras de vidéosurveillance, on va pouvoir mettre des PV. Il y a aujourd'hui des agents assermentés. À Montpellier, j'ai recruté des gardes champêtres qui ont un pouvoir d'enquête pour mettre des pénalités parce que l'espace public, c'est l'espace du commun. Il doit être respecté par tout à chacun. C'est quand même une question de civisme. Et c'est pas parce qu'on serait dans le sud qu'on serait moins bon que dans le nord de la France. Voilà, parce que cette phrase qui dit « il y a Nicolin qui nettoie », c'est irrespectueux pour les agents de Nicolin, c'est irrespectueux pour les gens qui profitent de l'espace public. On a un mégot, on a l'élégance de le jeter. Moi, je salue, parfois, quand je me déplace dans la rue, les gens qui ont des chiens et qui veillent à ramasser leur déjection canine pour éviter de salir l'espace public et de créer des désagréments pour les enfants, les personnes âgées qui n'auraient pas fait attention. Et ils n'ont pas à faire attention. D'ailleurs, quand on marche, on doit pouvoir être en toute quiétude. Donc voilà, c'est un ensemble, une mobilisation de tout à chacun. Et je le dis avec force, cette mobilisation sur la gestion des déchets et du geste de tri, eh bien, nous la remporterons. Ça passe par la sensibilisation. Et souvent, je suis plutôt satisfait de me faire interpeller en disant « Mais monsieur le maire, quand est-ce qu'apparaissent les points d'apport volontaire biodéchets dans mon quartier ?» Ça arrive. Autre question.
Je viens d'écouter quelques podcasts. Voici ma question, monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous parler du futur quartier Montpellier Sud, connu sous la ZAC Restanque, pour mieux comprendre votre vision et celle de la SERM, logement, transport, risque inondation, l'anti-sargue, commerce à implanter, voirie, etc. Excellente question. Alors d'abord, ça ne s'appelle plus la ZAC Restanque, ça s'appelle Montpellier Sud. C'est géographiquement vrai et c'est les valeurs du Sud. Alors, le Lantisargue est un cours d'eau capricieux que nous domptons et par exemple, nous désimperméabilisons le long de la rue Fabre de Morlon. D'où l'inauguration, il y a quelques mois, du parc Nino Ferrer qu'on va continuer à agrandir pour désimperméabiliser les sols et donner un espace d'agrément à tous les habitants. Premier point. Deuxième point, on va aménager les abords du Lantisargue. D'ailleurs, il y a une allée qu'on perçoit bien, qu'on va aménager avec un patelage bois, c'est très important, qui s'appelle l'allée des copains d'abord et qui va en faire un lieu d'agrément à cet endroit. Donc, on travaille là-dessus. Ensuite, il y a des acteurs culturels à travers des tiers-lieux que je voudrais saluer. La base, d'une part, et Line-Up, d'autre part, qui sont des lieux de convivialité. Et puis, il y a l'espace social média avec Radio Clapas, l'Héros du jour, qui sont Divergence FM, qui s'implantent, Vitalité associative. Et progressivement, beaucoup des concessions automobiles qui étaient installées là vont muter, se transformer en logements. Et pour réussir cela, nous avons pris une déclaration d'utilité publique, c'est-à-dire que si les gens ne veulent pas bouger, eh bien, nous pouvons aller devant un juge et qui fixera le prix de cession. C'est ainsi qu'un certain nombre d'établissements qui peuvent causer des troubles eh bien, vont petit à petit disparaître pour être remplacés par des logements. Mais également aménagement de services publics avec l'école Samuel Paty et Lucie Aubrac pour répondre aux besoins éducatifs des habitants du quartier. Prochainement, nous allons inaugurer la nouvelle caserne de pompiers pour assurer la protection à proximité de Tournesy, du marché-gare et de ce quartier. Et donc, c'est une grande opération de réinvestissement urbain. On ne fait pas la ville sur la garrigue, sur les vignes, mais on l'a fait là où on avait déjà urbanisé, le long de la rue de l'Industrie. Et à la question des transports, évidemment, nous faisons très attention. Et donc, moi, j'ai demandé aux équipes de l'aménagement de plutôt développer les logements à proximité de la ligne 4 de tramway pour qu'on puisse être usager des transports en commun. La rue Fabre de Morlon, quand le contournement ouest de Montpellier sera en service, va voir son trafic diminuer. Et donc, on va mener un certain nombre d'aménagements horizon 2030. Donc, cette transformation, elle est à l'œuvre. Question du commerce. Je fais très attention. Très attention parce que, vous le savez, chacun le sait, je suis très engagé face à ce fléau que sont les épiceries de nuit. D'ailleurs, lundi dernier, au pied de la tour Saint-Martin, je suis allé mettre des blocs bleus sur quelqu'un qui a repris une épicerie de nuit là où il y avait eu un incendie mortel. Quelle offense à la mémoire de ce jeune. Et surtout, on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Il n'avait pas fait de déclaration de travaux, il n'avait pas d'assurance. Eh bien, force à la loi, force à la République. Donc, il y a le Lidl qui s'est ouvert. Je travaille, il y a la boulangerie sur la rue de l'Industrie. Donc, on travaille sur ces équilibres commerciaux. Voilà, pour faire un nouveau quartier où nous allons aussi travailler sur une programmation de logement pour favoriser l'accès à la propriété. Et c'est la promesse que j'ai formulée de faire 4000 BRS, bail réel et solidaire, accomplis par notre office foncier qui permettent de devenir propriétaire entre 20 et 30% moins cher. J'invite d'ailleurs à aller découvrir ce programme sur le site de l'OFS pour aider les jeunes couples à devenir propriétaires. Donc voilà, donc j'aurai dans le cadre des concertations à venir l'occasion de parler de ce quartier. Je réponds de manière passionnée parce que c'est un sujet passionnant. Nous sommes en 2026 et comme d'autres quartiers, on est sur un horizon
de 2040, mais c'est une transformation progressive et c'est une des priorités d'aménagement de la municipalité que j'ai l'honneur de conduire. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.